Bonjour à tous, merci à la LIC et merci au professeur Varret de m'avoir invité pour partager avec vous les résultats des CAR-T-cells et des anticorps monoclonaux dans les leucémies aiguës. Il va y avoir peut-être quelques redites, je vais passer rapidement, mais les bons immunologistes savent bien que les injections de rappel, c'est ce qui permet de garder la mémoire de ce qu'on a dit ou de ce à quoi on a été exposé. Les leucémies aiguës sont des cancers qui sont développés à partir des cellules de la moelle osseuse. La moelle osseuse, je vous le rappelle, est là pour fabriquer les globules du sang, les globules blancs, la partie donc immunité, les globules rouges pour transporter l'oxygène et les plaquettes pour coaguler. Ces cellules donc, qui vont maturer progressivement dans la moelle peuvent avoir un programme qui va défaillir et donc transformer une cellule normale en cellule anormale. Ces cellules anormales vont proliférer, vont empêcher la moelle de fonctionner et donc vont donner les signes qu'on rencontre dans ces maladies-là habituelles et qui font porter le diagnostic: défaut de défense immunitaire, la fièvre, problème d'anémie, de fatigue et de coagulation du sang lié au manque de plaquettes. Alors, si on regarde exactement ce qui se passe dans la moelle osseuse, la cellule dite souche va se transformer en deux grands types de moelle osseuse, ce qu'on appelle l'hématopoïèse. La première, qui est en bas ici, je sais pas si... qui est en bas ici, sert à en gros fabriquer les cellules qui vont avoir une activité limitée dans le temps. Notamment les globules rouges, les plaquettes, et puis certains types de globules blancs qui sont impliqués dans la réponse immunitaire, ce qu'on appelle l'hématopoïèse myéloïde. Et cette hématopoïèse myéloïde peut donner naissance à des leucémies aiguës dites myéloïdes qu'on rencontre plus fréquemment chez l'adulte que chez l'enfant, et dont le traitement repose sur certaines formes de chimiothérapie, et la greffe, je vais y revenir, de moelle osseuse. Le traitement dure en gros 6 mois. Avec les mêmes symptômes et le même type de prolifération immature, vous pouvez avoir d'autres types de cellules qui sont impliquées, qui sont des cellules qui vont donner naissance aux fameux lymphocytes dont on a parlé. Les lymphocytes B, qui donnent les anticorps, ou les lymphocytes T, les fameuses cellules tueuses, qui sont impliquées, par exemple, dans la fabrication des CAR-T-cells. Et ces leucémies aiguës dites lymphoblastiques, qui sont plus fréquemment d'ailleurs B, fabriquant des anticorps que T, c'est le premier cancer de l'enfant, mais on le retrouve de façon aussi fréquente chez l'adulte. Les traitements sont beaucoup plus longs, reposent traditionnellement aussi sur l'exposition à de nombreux types de chimiothérapie, et chez les patients qui ne répondent pas bien à la chimiothérapie, également sur la greffe de moelle. Alors la greffe de moelle, et je vais en dire deux mots parce que c'est quand même la première immunothérapie qui est utilisée dans cette forme de maladie. Elle a pour objectif non pas de remplacer l'organe malade, mais de donner aux patients un nouveau système immunitaire qui va générer des cellules tueuses qui vont s'attaquer aux cellules de la maladie, qui vont être en capacité de les détruire, ce qu'on appelle l'effet de la greffe contre la leucémie ou l'effet EGVL. Malheureusement, ça ne se passe pas aussi simplement que ça, parce que ces cellules immunitaires sont aussi capables de s'attaquer au tissu sain qu'elles vont reconnaître comme différent, puisque le donneur est différent du receveur, et peuvent donner naissance à des maladies, une maladie chronique qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte, qui peut s'attaquer à différents types d'organes, comme la peau, le foie ou le tube digestif. Et donc, l'un des objectifs, c'est progressivement de trouver la possibilité d'activer le système immunitaire propre du patient pour pouvoir se passer de ce type de stratégie thérapeutique qui reste extrêmement efficace, mais aussi qui peut entraîner des toxicités, notamment au long cours. Donc il y a un équilibre qui se crée entre l'effet GVL et l'effet GVH, donc du greffon contre l'hôte, et qui nécessite une manipulation des immunosuppresseurs dans le cours de la greffe, qui est elle-même source d'effets secondaires, mais qui, dans le cas des greffes de moelle, peut généralement être arrêtée. Alors une chose importante aussi dans les leucémies aiguës, je le détaille parce que je vais en parler après, c'est qu'on a développé des outils qui permettent de détecter pendant le traitement la diminution du nombre de cellules dans le sang et dans la moelle osseuse. Au début, avec le microscope, on avait une sensibilité qui était relativement faible. Et en fait, avec des outils de biologie moléculaire, ce qu'on appelle de cytométrie de flux, qui permettent de caractériser les cellules, un grand nombre de cellules, on est capable de voir disparaître jusqu'à une cellule sur 1 million, ce qui nous donne en fait une vitesse de disparition des cellules et qu'on sait corréler au pronostic du patient. Et
et c'est vrai, c'est vérifié dans beaucoup de leucémies aiguës, notamment les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant. Et donc on va se servir de cet outil-là pour savoir si le patient va avoir une disparition plus ou moins rapide des cellules et un risque que la maladie revienne. Et donc plus cette vitesse initiale est faible et plus le risque que la maladie revienne est élevé. Et donc ça en fait un marqueur initial accessible pour savoir si oui ou non on doit modifier la prise en charge thérapeutique et notamment indiquer éventuellement chez certains patients une greffe de moelle. Donc on est capable initialement, grâce à cet outil-là, de prendre des décisions thérapeutiques et vous allez voir qu'il y a des médicaments qui ont été développés grâce à cet outil pour rapidement intervenir chez des patients dont on sait non sensibles à la chimiothérapie. Ça permet aussi, bien évidemment, quand on suit le patient au long cours, d'identifier éventuellement la survenue d'une rechute. Un patient qui a eu une maladie résiduelle dite indétectable pendant plusieurs mois, qui redevient positif, eh bien, on est capable d'intervenir éventuellement plus rapidement et éventuellement de faire redisparaître la maladie. C'est un outil qui est extrêmement corrélé au pronostic du patient. C'est un excellent facteur pronostic dans toutes les leucémies aiguës et une aide à l'orientation thérapeutique et à l'anticipation des rechutes. Alors, est-ce qu'on arrive à guérir les leucémies aiguës lymphoblastiques et les leucémies aiguës myéloïdes? Oui, ça dépend, comme beaucoup de sortes de formes de cancer, de l'âge. La forme fréquente des leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, on la guérit dans plus de 90% des cas maintenant avec de la chimiothérapie. Vous voyez qu'avec l'âge est dû à deux phénomènes principaux, c'est l'augmentation des résistances, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes maladies qui sont diagnostiquées chez le sujet âgé que chez le sujet jeune, mais aussi parce que le sujet âgé ne tolère pas les mêmes traitements que le sujet jeune, on va avoir une diminution des taux de guérison. Alors, quel type d'immunothérapie on va utiliser dans les leucémies aiguës? On vous les a présentés. D'abord des anticorps nus qui vont reconnaître les cellules et qui vont agir par différents types de mécanismes. Ils peuvent aller juste induire directement la mort de la cellule ou recruter des cellules du système immunitaire ou d'autres acteurs de ce système qui vont tuer les cellules. Certains anticorps sont couplés à la chimiothérapie. Et donc vont apporter directement la chimiothérapie à la cellule malade. Ce n'est pas vraiment d'immunothérapie, il n'y a pas d'action du système immunitaire derrière, mais l'anticorps permet de cibler directement la cellule malade. Des anticorps bispécifiques qui vont induire ce fameux baiser de la mort de la part de la cellule tueuse vis-à-vis de la cellule cancéreuse. Et puis, maintenant, depuis plusieurs années, on utilise en routine ces fameux CAR-T-cells qui sont transformés génétiquement pour exprimer des récepteurs qui vont reconnaître ces cellules. Alors, le premier anticorps, on en a parlé, c'est cet anticorps nu qui est le rituximab qui reconnaît le CD20, qui est exprimé par de nombreux cancers, notamment les lymphomes, a été approuvé sur des résultats dans les lymphomes, sur des résultats qui datent de plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et on a mis du temps dans la LAL, et c'est un groupe français qui l'a fait, c'est pour ça que je le cite, à montrer l'efficacité de cet anticorps associé à la chimiothérapie dans les LAL de la lignée B. Donc de la même famille que les lymphomes. Ça réduit le risque de rechute. Malheureusement, il n'y a que 30% de ces LAL de la lignée B qui vont exprimer cette cible, donc ce n'est pas utilisable chez l'ensemble des patients. Dans les LAL et dans les LAM, les leucémies aiguës lymphoblastiques et les leucémies aiguës myéloïdes, a été développé d'ailleurs par le même laboratoire des anticorps couplés à une même chimiothérapie qu'on appelle la calicéamycine et qui reconnaît dans les LALB le CD22, dans les leucémies aiguës myéloïdes le CD33. On vous a expliqué le mécanisme, c'est assez original, ça reconnaît des récepteurs qui vont avaler l'anticorps et qui vont faire en sorte que la chimiothérapie qui lui est attachée va être libérée à l'intérieur de la cellule pour tuer la cellule très directement. Malheureusement, il y a quand même de la chimiothérapie libre qui va circuler et qui est toxique. Et une des toxicités communes à ces anticorps-là, par exemple, c'est d'abîmer éventuellement le foie, notamment si on continue d'autres chimiothérapies derrière ou si les patients qui reçoivent ce type de traitement reçoivent une greffe de moelle qui doit, pour sa préparation, utiliser des chimiothérapies à forte dose. Alors c'est là aussi une étude française qui a permis l'enregistrement du médicament, donc l'anti-CD33 couplé à la calicéamycine, le groupe alpha, qui a fait une étude avec un tirage au sort de chimiothérapie conventionnelle
plus ou moins l'association à cet anticorps couplé et qui a montré maintenant, il y a plusieurs années, l'efficacité de ce traitement. Il y a eu des analyses communes de plusieurs essais qui ont été faits de façon internationale et qui ont montré que finalement, plus la maladie était connue comme associée à une chimiosensibilité, plus la maladie pouvait être guérie par une chimiothérapie conventionnelle, et plus elle allait bénéficier de cet anticorps couplé. Ce qui fait dire que c'est vraiment pas une immunothérapie, c'est vraiment une chimiothérapie supplémentaire qui va bénéficier déjà à des patients qui sont sensibles à la chimiothérapie. D'autres études qui ont été faites, et je cite celle-là parce que dans le champ des leucémies aiguës lymphoblastiques, on sait assez peu de choses entre l'expression de la cible et l'utilisation de ces médicaments qui sont basés sur des anticorps, bizarrement. Et alors, pour l'utilisation de cet anti-CD33 dans les leucémies aiguës myéloïdes, il y a eu des études bien faites, notamment par les groupes français, qui montrent qu'effectivement, plus on exprime la cible, ça paraît logique, mais encore une fois, ce n'est pas démontré dans tous les cas, plus on exprime la cible, et plus on va pouvoir répondre au traitement. On a même été capable d'aller un petit peu plus loin. Vous savez que les cancers, c'est lié à des mutations de gènes, parfois une, deux, trois ou plusieurs mutations. Et on sait que dans certaines familles de mutations, notamment des mutations qui entraînent la prolifération des cellules, ce qu'on appelle des mutations de signalisation, eh bien, on a un bénéfice net de ce type de chimiothérapie. Et ceci est dû au fait que à ces mutations sont associées des surexpressions de la cible. Donc en fait, on arrive à relier à la fois les phénomènes de transformation de la cellule et l'efficacité de cet anticorps. Alors, la deuxième molécule qui prend une place extrêmement importante dans la prise en charge de l'autre forme de leucémie, qui est la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est l'anticorps bispécifique qui s'appelle le blinatumomab. Il a été donc développé dans les maladies en rechute, mais aussi dans ces fameuses maladies dont on détecte encore une maladie résiduelle positive malgré l'utilisation de la chimiothérapie. Et dans ces deux situations, il a montré son efficacité. Un groupe français, donc le groupe français qui s'occupe des traitements des leucémies aiguës lymphoblastiques de l'adulte, a proposé aux patients qui étaient à haut risque de rechute d'avoir en combinaison à la chimiothérapie l'administration de cures comme ça de blinatumomab, donc qui viennent recruter les lymphocytes T entre deux cures de chimiothérapie pour améliorer la clairance, le fait de pouvoir se débarrasser de ces cellules cancéreuses. Et à la fois, il a montré qu'on était capable de réduire ces fameux taux de maladies résiduelles et de réduire également le risque de rechute. Et maintenant, cet anticorps bispécifique va passer en première ligne pour l'ensemble des patients en association à la chimiothérapie. Ça a été ça a été montré de façon extrêmement rigoureuse par un groupe américain qui s'appelle le groupe ECOG, qui a tiré au sort l'administration ou pas de cet anticorps bispécifique en première ligne en association à la chimiothérapie et qui a montré un net avantage en survie, notamment chez ceux qui répondaient à la chimiothérapie. Donc en fait, si on répond à la chimiothérapie, on peut aussi être sensible à ce médicament. C'est plus en fait soit l'un soit l'autre, et ça renforce l'effet de la chimiothérapie. Il n'y a pas que chez l'adulte que les études ont été faites. Dans un sous-groupe très particulier de leucémie aiguë lymphoblastique, du tout petit, du nourrisson de moins d'1 an, sont des formes extrêmement sévères de leucémie aiguë lymphoblastique. Je vous ai parlé de 90% de guérison tout à l'heure chez l'enfant, mais dans cette forme particulière, les taux de rechute sont beaucoup plus élevés et les taux de guérison sont beaucoup plus faibles. Et une étude menée à l'international, parce que ce sont des maladies extrêmement rares, montrait que si on rajoutait juste une cure de blinatumomab, on était capable de réduire de façon drastique le taux de rechute et d'améliorer la survie de ces tout-petits et peut-être de leur éviter aussi la greffe de moelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette immunothérapie, elle peut aussi se combiner à des thérapies ciblées. Certaines formes de leucémie aiguë lymphoblastique bénéficient depuis une vingtaine d'années de l'apport de développement de thérapies ciblées qui ciblent certains mécanismes oncogéniques et sont des maladies notamment qui étaient réputées extrêmement résistantes à la chimiothérapie il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, on est capable de les associer à ces immunothérapies, ces thérapies ciblées
pour développer des traitements qui sont quasiment sans chimiothérapie, qu'on appelle chemo-free. C'est-à-dire qu'on est capable de guérir, là on ne pouvait guérir que 20% des patients il y a 20 ans. Avec l'aide de l'immunothérapie et de la thérapie ciblée, on pense pouvoir guérir plus de 80% des patients dans les années qui viennent sans chimiothérapie une fois de plus. Alors les CAR-T-cells, c'est un grand succès du développement de cette stratégie dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Il a beaucoup été médiatisé par Emily Whitehead. C'est la première patiente qui a été injectée aux États-Unis, qui a même porté le produit lors de son autorisation de mise sur le marché, qui a été traitée alors qu'elle était en situation palliative, comme les premiers patients qu'on a pris en charge en France à l'époque, et qui est maintenant à plus de 10 ans de rémission complète, avec ces CAR-T, je vais vous le dire, qui sont encore présents et qui continuent à mener une surveillance contre le cancer. C'est cette première patiente ici qui nous a appris que, en fait, quand ces fameux CAR-T-cells persistaient au cours du temps, eh bien, ils étaient capables d'induire au long terme une guérison et que ces CAR-T sont capables de diffuser même dans le système nerveux central, au niveau du cerveau. Là, on sait que la maladie peut se loger pour éviter les rechutes. Il y a 2 CAR-T-cells dans les LAL qui sont autorisés en France, suivant l'âge des patients. On obtient 75 à 80% de rémission complète dans des maladies qui sont avancées, donc ça c'est tout à fait extraordinaire. Des taux de maladies résiduelles négatifs qui sont très élevés. Et malheureusement, il existe encore des rechutes, dans 40 à 60% des cas, avec 2 mécanismes qu'on a déjà un peu évoqués. Soit la perte du CAR-T-cell, il disparaît, il ne monte plus la garde, et donc la maladie en profite pour revenir, soit la perte de la cible par la cellule leucémique, et à ce moment-là, il faut réfléchir à d'autres stratégies dirigées contre d'autres cibles. Alors ça, je vais passer très rapidement parce que ça a été dit par Christian Chabanon. Il y a 2 mécanismes de toxicité ou 2 toxicités qui nous préoccupent beaucoup au moment de l'administration des CAR-T-cells. Un qui est lié au fait que beaucoup de facteurs inflammatoires sont relargués par la cellule, le CAR-T lui-même, mais aussi par toutes les cellules du système immunitaire qui l'accompagnent dans cette réaction inflammatoire et qui peuvent donner ce qu'on appelle un syndrome de relargage de cytokines qui peut parfois menacer la vie du patient, nécessiter le passage en réanimation. C'est pas si rare que ça dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, c'est 15 à 20% des patients qui vont passer en réanimation lors de leur traitement. Et puis parce qu'il y a de l'inflammation aussi au niveau du cerveau, il peut y avoir une neurotoxicité qui là aussi est fréquente, qui nécessite une surveillance extrêmement rapprochée des patients. Au long cours, puisque ces lymphocytes B portent exactement la même cible que les cellules leucémiques et que je vous ai dit, ils vont continuer à monter la garde, ils peuvent détruire de façon persistante les lymphocytes B et empêcher le patient de développer, de produire ses propres anticorps et donc créer aussi un déficit immunitaire dont il faut s'occuper. Alors, il y a des progrès qui sont faits dans le développement de certains CAR-T, parce que je vous ai montré des cellules qui sont fabriquées à partir des cellules du donneur, du patient, pardon. Est-ce qu'on peut développer ces mêmes cellules à partir de donneurs qu'on pourrait éventuellement administrer à plusieurs patients? Cette stratégie a été développée par un laboratoire français qui s'appelle Selectis. Donc l'idée, c'est de prendre des cellules chez un donneur, de lui faire exprimer ce fameux récepteur qui n'existe pas par la nature et qui permet de cibler la cellule tumorale. Par contre, comme il y a une incompatibilité entre l'éventuel receveur de ces cellules, il faut l'empêcher de réagir, de faire cette fameuse réaction du greffon contre l'hôte, qui serait toxique pour le patient, et même mettre en place des systèmes pour éventuellement éliminer une cellule qui s'emballe. Et donc, l'avantage de ce type de produits, c'est qu'ils sont plus rapidement disponibles, puisqu'ils ont déjà été fabriqués à l'avance. Ils sont plus homogènes en termes de capacité de détruire. Ils sont fabriqués à partir de sujets sains, donc de cellules immunitaires qui ne sont pas abîmées par des chimiothérapies antérieures. Et puis, le coût peut être inférieur aux cellules autologues. Par contre, il y a un risque évidemment de rejet, puisqu'elles sont différentes du patient, et donc le patient lui-même peut rejeter le produit, et il y a un risque, mais qui est assez contrôlé, de maladie du greffon contre l'hôte. Alors on a parlé rapidement, monsieur a évoqué la question du développement dans les leucémies aiguës myéloïdes.
Effectivement, les développements sont en cours, mais pour l'instant, il y a des freins à ces développements, et comme l'a dit Christian Chabanon, c'est surtout le choix de la cible qui pose problème, parce qu'il est partagé par les cellules normales, et que si on s'attaque aux cellules normales et qu'on éteint cette fameuse hématopoïèse, cette fameuse production de la moelle osseuse, ça peut être compliqué à gérer chez le patient. Et vous voyez ici la multitude de cibles qui sont envisagées dans les développements actuels. Donc c'est un sujet qui est extrêmement actif. Dans les leucémies lymphoblastiques non B, les T, vous savez, c'est celles qui surviennent à partir des progéniteurs, des lymphocytes T, qui sont elles-mêmes les cellules tueuses. Là, c'est encore plus compliqué, parce qu'en fait, comme les cellules T portent les mêmes antigènes, il y a un risque à la fois que les cellules se tuent elles-mêmes, il y a un risque donc, que les cellules CAR-T se tuent elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle le fratricide. Il y a un risque aussi de disparition des cellules T. Elles sont extrêmement importantes dans les défenses immunitaires et ça peut créer des déficits immunitaires sévères. Il y a même un risque de transformer ces fameuses cellules cancéreuses par les fameux CAR-T et de donner des cellules qui cachent elles-mêmes leur antigène. Ça a été déjà observé dans certaines formes de CAR-T. Il y a quand même des exemples de développement, et je voudrais revenir sur l'expérience française. Il y a une société qui s'appelle Advesia, donc qui a été fondée par Christophe Ferrand, qui travaille à l'EFS de Franche-Comté, l'établissement français du sang, qui a développé un CAR-T qui est dirigé contre un antigène très particulier qui s'appelle IL1RAP et qui était particulièrement exprimé par les leucémies aiguës myéloïdes et les cellules souches leucémiques et très peu par les autres cellules de la moelle. Et donc cette recherche a abouti à le développement d'une stratégie thérapeutique qui est sur le point de donner naissance à un essai. Je pense que les premiers patients vont être traités cette année en France. Et par exemple, à l'hôpital Saint-Louis, on développe d'autres stratégies où, pour éviter que l'effet se prolonge contre l'hématopoïèse, on souhaite développer des systèmes de CAR-T dits invariants qui vont reconnaître des petites molécules qui vont elles-mêmes reconnaître le cancer. Et donc le CAR-T ne reconnaît pas directement la cellule cancéreuse, elle ne reconnaît la cellule cancéreuse quand le petit adaptateur qui est ici est présent dans le sang du patient. Donc si vous l'enlevez, le CAR-T ne reconnaît plus et donc ne tue plus les cellules. Si vous remettez cet adaptateur, eh bien vous relancez l'effet du CAR-T. Donc ça permet d'avoir un effet on et off de l'efficacité de ces CAR-T. Voilà, en conclusion, j'espère vous avoir démontré que c'est un apport majeur à la prise en charge des leucémies aiguës que l'immunothérapie. Toutes ces stratégies, sauf peut-être les CAR-T, sont devenues en fait d'usage courant en première ligne. Il y a un réel succès des CAR-T qui reste pour l'instant uniquement administré en rechute dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et le développement dans les leucémies aiguës myéloïdes arrive, mais est tardif du fait des difficultés de développement. Il y a un fort dynamisme en termes de développement de toutes ces stratégies, avec, mes collègues l'ont déjà dit, des questions évidemment de soutenabilité financière, à la fois pour les bispécifiques que pour les CAR-T qui sont des molécules relativement onéreuses. Voilà, je vous remercie.